Bonjour à tous, l'objet de cette conférence concerne les statistiques. Ce sujet peut paraître austère, mais depuis un peu plus de 2 ans, les statistiques ont joué un grand rôle dans la manipulation de l'opinion publique et on verra comment les chiffres peuvent orienter une opinion. Alors, il n'y a pas un jour où le citoyen français n'est pas soumis aux résultats d'études statistiques. On sonde les Français pour savoir s'ils sont en accord avec la politique économique d'Emmanuel Macron, si les Français sont d'accord pour l'allongement du départ en retraite, si les Français soutiennent la politique européenne qui consiste à soutenir l'Ukraine face à la guerre contre la Russie. Et puis au moment des élections présidentielles, on est, je dirais, abreuvé de sondages pour savoir quels seront les deux candidats qui seront sélectionnés au second tour et surtout qui sera le futur président de la République. Donc, on peut considérer que les citoyens français sont devenus progressivement une variable statistique. Alors, les statistiques sont un outil Janus. Comme tout outil Janus, il a deux faces, une face positive, une face négative. On peut les utiliser pour le meilleur et pour le pire. Le meilleur, c'est l'utilisation qu'on en fait dans les sciences dites dures, la physique, la chimie, la physico-chimie, entre autres, et dans les sciences humaines comme la sociologie et l'économie. Le pire, c'est ce que les gouvernements ont fait dans cette période, c'est-à-dire d'utiliser les statistiques pour orienter l'opinion publique, pour masquer la réalité des faits. Alors, on peut presque considérer que les statistiques font partie de l'ingénierie sociale à part entière. L'ingénierie sociale a été définie par Édouard Bernays, qu'on considère souvent le père de l'ingénierie sociale, de la façon suivante: la manipulation consciente et intelligente des opinions et habitudes organisées des masses joue un rôle important dans une société démocratique. Ceux qui manipulent ce mécanisme social imperceptible forment un gouvernement invisible et dirigent véritablement ce pays. Nietzsche disait que le langage dissimule le fait que l'homme, par son discours, ne saisit l'essence des choses qu'en apparence, alors qu'en réalité, il définit un deuxième monde à côté du premier. Ben, les statistiques définissent en quelque sorte un deuxième monde à côté du premier. Alors, cet exposé va comporter trois parties. Une première partie concernera l'histoire des statistiques. Quand font-elles leur apparition? Quel sens on leur donnait? Comment l'outil statistique a pu se construire en tant que science? Puis, dans une seconde partie, on verra quelques outils utilisés par les statisticiens, la représentation graphique à deux dimensions, ce qu'on appelle la statistique bidimensionnelle, l'outil ambigu de la corrélation à partir de points qu'on va relier par des droites qu'on appelle une régression linéaire. Et enfin, dans la dernière partie, on verra la délicate relation que science et politique ont pu entretenir dans le passé. Et dans certaines périodes, la politique a dicté à la science sa conduite, au risque d'amener la science dans des impasses, voire des mensonges. Alors, on va commencer par la première partie, l'histoire des statistiques. Alors, le mot statistique fait son apparition en 1749 par cet économiste Gottfried Hackenwall. Pour lui, la statistique est l'ensemble des connaissances que devait posséder un gouvernant pour exercer au mieux sa gouvernance. Le mot statistique existe en latin, statisticus, ça signifie état. En allemand, statistique avec un K, c'est aussi associé à l'État. Et en italien, statista signifie homme d'État. Donc on voit bien que le mot statistique est intriqué, imbriqué avec l'État, à tel point, on le verra au cours de l'exposé, qu'on peut considérer que la construction de l'État moderne s'est fait parallèlement à l'importance de plus en plus grande des statistiques. C'est en particulier l'opinion de Michel Foucault qui va définir la notion de biopouvoir, et il considère que les statistiques sont intimement mêlées à la construction, à la naissance de la médecine moderne, qui va être de plus en plus chiffrée, basée sur des statistiques avec des valeurs supérieures et des valeurs inférieures. On va définir la notion de norme qui est assimilée à la bonne santé. Et puis, les statistiques, on le verra, vont prendre une importance considérable pour essayer de définir un citoyen moyen. D'ailleurs, moyenne
c'est rentré dans le langage public, on parle de français moyen, de ménagère de 50 ans, comme si on avait défini un archétype en fonction d'une valeur moyenne hypothétique. Alors, avant de passer sur la construction de la discipline statistique, avant de parler de statistique, on parlait de loi des grands nombres. Alors, les Chinois avaient déjà 23 siècles avant Jésus-Christ procédé au recensement de la population chinoise. Au XVIIIe siècle avant Jésus-Christ, l'Égypte antique avait recensé sa population et surtout les denrées vivrières, tout ce qui concernait le blé, l'orge, qui donnait une idée des ressources qu'on pouvait avoir dans des périodes qui pouvaient s'avérer parfois terribles avec des famines. Alors, progressivement, les statistiques vont essayer de faire l'inventaire d'un territoire au niveau des sujets puis des citoyens. Par exemple, en 1662, John Grant et William Petty vont faire le recensement de la population d'Angleterre, les sujets de la cour d'Angleterre. Ils vont même, en particulier John Grant, définir un tableau qui définissait la durée de vie moyenne en fonction de l'âge. Et ainsi, on avait des informations plus précises sur la vie des sujets britanniques. Il faudra attendre 1890 pour que Herman Hollerith fasse un recensement de la population américaine. Il va utiliser des cartes perforées, comme on le faisait à Lyon dans le métier jacquard. 250 trous, une carte de 12 cm sur 6 cm. Et grâce à ces trous, on avait plein d'informations sur les citoyens américains. On les classait en fonction de leur tranche d'âge, leur activité professionnelle, leurs revenus, etc. Et donc, ça permettait d'avoir plein d'informations. Alors, il n'y a pas que l'Europe qui va utiliser la loi des grands nombres. Les Incas vont également utiliser la loi des grands nombres. Ils avaient des cordes qu'on appelle quipus. Alors, il y avait un type de nœud qui représentait les dizaines, un autre type de nœud qui représentait l'unité, enfin un troisième type de nœud qui représentait les centaines. On pouvait comme ça associer des cordes les unes aux autres. Une corde permettait de calculer de 1 à 999, mais associer les unes aux autres, on pouvait aller à des chiffres beaucoup plus importants, le million. Alors les Khimpu Kamayok étaient les maîtres du Kimpus qui sillonnaient l'Empire Inca pour faire un inventaire du bétail. Et enfin, c'est ce que nous révèle Bernardet Cobo, qui fut au Pérou en 1657 et qui va décrire l'utilisation de ces quipus. Alors, en Occident, et en particulier en Europe, deux physiciens et mathématiciens vont être à l'origine de ce qu'on appelle les probabilités, les lois du hasard. Pierre de Fermat, physicien et mathématicien, et surtout en France, le philosophe, mathématicien et physicien Blaise Pascal. Donc Blaise Pascal, janséniste, qui a plutôt vécu une vie austère, s'est passionné par les lois du hasard. Il va, une période de sa vie, avoir une vie plus festive. Il va aller dans les cercles de jeu où on joue aux dés, aux cartes, à la roulette. Il va définir les bases des probabilités. Donc, si vous avez un dé, vous avez 6 faces. Vous avez une chance sur 6 de tirer l'une de ces faces. Alors, ce qui est intéressant, c'est un petit outil qu'on peut utiliser pour éclairer la situation actuelle. Si vous jouez au 4-21, vous savez, vous avez 3 dés, le premier dé doit faire 4, et puis le deuxième 2, et enfin le troisième 1. Il y a un ordre. 4, 2, 1. Donc, vous avez une chance sur 6 d'avoir le 4, une chance sur 6 d'avoir le 2, une chance sur 6 d'avoir le 1. Mais comme il y a un ordre, on appelle ça des probabilités conditionnelles. Donc, ce n'est pas une addition qu'il faut faire, mais une multiplication. Une chance sur 6 multipliée par une chance sur 6 multipliée par une chance sur 6, ça fait une chance sur 216. Alors que si on ne tient pas compte de l'ordre, on a une chance sur 6 plus une chance sur 6 plus une chance sur 6, c'est-à-dire une chance sur 18. Donc, le fait d'avoir un ordre dans l'enchaînement des événements permet des fois de voir que ces événements sont liés. Par exemple, on a souvent mis en avant dans cette pandémie
l'incompétence de nos élites, en fin de compte, on s'aperçoit que c'est une incompétence orientée. Quand on est incompétent, on va dans toutes les directions. C'est principalement la caractéristique de l'incompétence. Ah, là, on s'aperçoit que ça va bien dans une direction et que c'est bien orienté. Donc, on peut considérer que c'est une pandémie plutôt qu'une épidémie ou une pandémie. Alors, en France, le grand mathématicien et astronome Pierre-Simon de Laplace va écrire en 1812 sa théorie analytique des probabilités, où il va jeter les bases des probabilités. Et dans la première édition de son ouvrage, il va, dans les dernières pages, faire allusion à l'usage qu'on pourrait faire des probabilités dans la médecine. Et dans la deuxième édition, en 1814, il va augmenter la part réservée à l'application des probabilités à la médecine. Alors, son plan va être retenu par Pierre-Charles Alexandre Louis, un médecin bordelais qui va comprendre l'intérêt qu'il y a à utiliser les probabilités dans la médecine. Il va développer ce qu'il appelle la médecine numérique et il va décider de tester le bien fondé de l'usage des saignées. On utilisera la saignée à tour de bras, si je puis dire, puisque ça faisait partie du corps central de la médecine de l'époque. Et des grands médecins étaient des fervents défenseurs de la saignée, notamment François Broussais, illustre médecin. Alors, son fils, Casimir Broussais, qui était également médecin, va apprécier le bien fondé ou pas de la saignée. Il va écrire un ouvrage intitulé « De la statistique appliquée à la pathologie et à la thérapeutique », qui sera publié en 1840. Immédiatement, il sera traduit en anglais, où il va donner fin au bien fondé, ou plutôt mettre fin au bien fondé de la saignée. Et on peut considérer que Casimir Broussais et le docteur Louis sont les précurseurs de l'evidence-based medicine, une médecine qui va de plus en plus être chiffrée, normée, bref, la médecine allopathique moderne. Alors, en matière de sciences dures, Adrien-Marie Legendre et Carl Friedrich Gauss vont utiliser les statistiques pour des problèmes astronomiques. En 1801 et 1811, Legendre va utiliser ce qu'on appelle la méthode des moindres carrés, que je ne vais pas développer ici, mais on peut dire simplement deux mots. Quand vous faites des mesures, il y a des incertitudes. On doit tenir compte des incertitudes pour comparer les valeurs prévues par la théorie par rapport aux valeurs expérimentales. Le mathématicien Carl Friedrich Gauss utilisera également la méthode des moindres carrés pour des études astronomiques en 1809. Alors, Adolphe Quetelet va progressivement séparer statistiques et probabilités. Si la naissance des statistiques est précédée par la naissance des probabilités, toujours est-il que les deux disciplines sont séparées, bien que les statistiques utilisent les probabilités. Et donc, en 1842, il va bien faire la distinction entre l'outil statistique et l'outil probabiliste. Alors, il faut attendre le régime de Vichy pour que soit créé le ministère de la statistique, qui sera dissous après la fin du régime de Vichy. Et en 1946, on va créer l'INSEE, l'Institut national de statistique et d'études économiques, qui depuis cette période nous approuve de tout un tas de résultats statistiques. Alors, en matière de sondage, quand on arrive aux élections présidentielles, vous avez vu l'importance que prennent les statistiques. Elisabeth Noel Newman, une sociologue allemande, va dénoncer ce qu'elle appelle la spirale de silence ou la spirale silencieuse. Elle dit
que l'utilisation à outrance des statistiques au moment où on s'apprête à élire un président est une manipulation de l'opinion. Alors, je vais prendre mon propre exemple. Lors de l'élection de 2017, j'ai été sondé par téléphone. C'était un homme qui me demande pour qui je voulais voter. Alors, il y avait ce que j'appelle le groupe des 5, les 5 candidats considérés comme sérieux. Il y avait donc Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Benoît Hamon, François Fillon et Jean-Luc Mélenchon. Et il me demande, après avoir décliné chacun de ces 5 noms, si j'allais voter pour eux. Non, et je donne le nom du petit candidat pour lequel je voulais voter. Il me dit, on va dire que vous allez voter blanc. Donc, et il a raccroché. Et donc, ça m'a laissé pantois, puisque pour la première fois que j'étais sondé, je voyais la manipulation. Alors, cette année, on a eu non pas 5, mais 4 candidats. C'est la bande des 4. Donc, il y avait toujours Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon. Peut-être que lors de la prochaine élection présidentielle, dans 4 ans, on aura la banque des 3, puis la banque des 2, puis enfin la banque du 1 ou de la 1. Mais en tous les cas, vous voyez comment on peut manipuler. Alors, si on fait une petite réflexion, on s'aperçoit que les petits candidats sont crédités de très peu de votes, moins de 5%, parfois 1%. Et donc, les gens sont presque découragés de voter pour eux, puisqu'ils ont la ferme intention de voter utile. Donc, on les décourage en faisant des sondages qui anticipent le résultat et qui peuvent être complètement manipulés. C'est ce que dénonce Elisabeth Noël-Newman à travers la spirale du silence. Alors, il faut savoir que quand on est dans un domaine expérimental, on a 2 façons de se positionner vis-à-vis de la théorie. Alors, dans une approche de déduction, on passe de la théorie à l'expérience en testant la théorie. Par exemple, si vous êtes un physicien, vous avez développé une théorie sur les particules et vous arrivez à la conclusion théorique que lorsqu'on soumet des particules à un champ magnétique, les particules sont déviées vers la gauche. Si votre modèle théorique est vérifié par l'expérience, on peut dire qu'il est cohérent. On ne peut pas affirmer qu'il soit juste, mais en tous les cas, il est cohérent par rapport à votre théorie. Par contre, l'inverse, qui s'appelle l'induction, qui consiste à remonter des faits expérimentaux vers la théorie, est beaucoup plus difficile à faire. C'est ce que David Hume, un philosophe anglais du XVIIe siècle, avait déjà perçu. C'est cette difficulté à passer des faits expérimentaux à la théorie. Il est plus aisé de passer de la théorie aux faits expérimentaux que de l'inverse. Alors, par exemple, si on considère que le fait expérimental, c'est une métaphore, est 8, vous pouvez obtenir 8 en divisant 16 par 2, ou en enlevant à 16 8, ou en multipliant 4 par 2, ou en additionnant 4 à 4. Vous avez 4 opérations arithmétiques élémentaires qui vous permettent d'avoir 8, mais laquelle est la bonne? Donc David Hume a perçu la difficulté inhérente à l'induction. Donc, quand on est dans le domaine de la médecine, qui est typiquement une science expérimentale dans le domaine des sciences humaines, bah, souvent on fait de l'induction et c'est pas toujours évident qu'il y ait une cohérence entre le fait expérimental observé et la théorie. Alors, Claude Bernard va développer la méthode hypothético-déductive. On observe, à partir de l'observation qui doit être reproductible, ben, on en dégage les faits essentiels, on développe une théorie et on la teste. Mais voilà, alors on peut avoir des tas de biais d'analyse qui nous amènent à passer par induction du fait expérimental à la théorie. Alors, un des triomphes de la statistique a été la thermodynamique. La thermodynamique en physique, c'est la discipline qui étudie la façon dont la chaleur se comporte, la dynamique de la chaleur se distribue dans l'espace. Tout le monde sait que si on couple une source chaude à une source froide, au bout d'un certain temps, les 2 sources évoluent à la même température et on a atteint l'équité thermique ou l'équilibre thermique. C'est ce qui se passe quand vous avez un appartement chauffé, vous laissez la fenêtre ouverte, le chaud de l'appartement va rejoindre le froid de l'extérieur et vous avez une déperdition de chaleur. C'est ce qui fait que les maisons ont des classes énergétiques plus ou moins satisfaisantes. Alors, Ludwig Boltzmann, qui est ce physicien à gauche, autrichien, va prendre appui sur les travaux de James Clerk Maxwell, un physicien anglais,
qui avait modélisé un gaz constitué d'atomes. À l'époque, l'atome était une hypothèse même audacieuse. Ça peut surprendre, puisque actuellement, l'atome est considéré comme un élément fondamental de la physique, mais à l'époque, il y avait une suspicion sur le fait que l'atome existe. Il y avait les énergéticiens qui pensaient que seule l'énergie existait, et puis les atomistes qui prenaient appui sur les philosophes grecs, 25 siècles du XXe siècle, 5 siècles avant Jésus-Christ. Démocrite et Leucippe pensaient qu'il existait un élément qui s'appelle l'atome, qui est l'élément fondamental de la matière. Donc, Maxwell modélise les atomes comme des sphères dures qui vont pouvoir s'entrechoquer et évoluer selon les lois de la physique classique qu'on appelle les lois newtoniennes. Donc, la thermodynamique peut être phénoménologique, c'est ce que je viens de décrire. On a une source chaude, une source froide. Au bout d'un certain temps, les deux sources deviennent tièdes. Mais on peut avoir aussi la tentation, et c'est ce que Ludwig Boltzmann a développé avec succès, de développer une thermodynamique microscopique. Qu'est-ce qui se passe au niveau intime atomique? Ici, vous avez une enceinte avec deux compartiments, un compartiment à gauche et un compartiment à droite. Les atomes sont représentés par des sphères rouges parce qu'il y a une température qui est plus importante à gauche qu'à droite. Donc, du fait de la température différente dans les deux compartiments, les atomes vont être agités, ils vont se déplacer selon un mouvement qu'on appelle un mouvement brownien, du fait de sa découverte par un médecin et botaniste, Robert Brown. Au lieu de se déplacer en ligne droite, il se déplace en zigzag avec des trajectoires brisées. On appelle ces trajectoires des trajectoires browniennes ou stochastiques ou probabilistiques. Alors, les atomes vont passer du compartiment de gauche pour aller rejoindre le compartiment de droite, mais certains atomes, après avoir atteint le compartiment de droite, vont revenir dans le compartiment de gauche. Et donc, au bout d'un certain temps, ça définit d'ailleurs une flèche du temps, eh bien, il va y avoir autant d'atomes à gauche et à droite. C'est ce qu'on appelle le second principe de la thermodynamique. Et Boltzmann développe un théorème H qui peut se résumer très simplement. Généralement, quand un phénomène thermodynamique se produit dans le temps, eh bien, on passe de l'ordre au désordre. Et en physique, le désordre s'appelle entropie. Alors, pourquoi on introduit la notion d'ordre et de désordre? Bah, l'ordre ici, c'est qu'il y a une certitude qu'au départ, tous les atomes sont dans le compartiment de gauche. Par contre, quels sont ceux qui sont restés à gauche et quels sont ceux qui sont passés à droite, on ne sait pas. On ne peut même pas mettre, évidemment, un dossard sur chacun des atomes. Donc, on est obligé d'utiliser la loi des grands nombres, et c'est le triomphe des statistiques à travers la physique statistique. Et donc, on en déduit, c'est le second principe de la thermodynamique, qu'on passe toujours de l'ordre au désordre. Le désordre étant l'inverse de l'ordre et un manque d'information. Alors, il y a un statisticien qui va jouer un rôle important, un grand inconnu, on pourrait dire, Jacques Peuchet. Jacques Peuchet va être un précurseur en matière de statistiques. Sous Napoléon Bonaparte, on va créer entre 1801 et 1812 le bureau de la statistique qui est chargé de voir plus précisément de quoi est composée la population française. Alors Jacques Peuchet va écrire en 1828 un ouvrage qui s'appelle « Mémoire tirée des archives de la police ». Et le sous-titre, c'est « Pour servir l'honneur de la morale et l'histoire de la police ». Le titre exact, c'est « Pour servir l'histoire de la morale et de la police ». Et donc, cet ouvrage va fasciner certains romanciers comme Alexandre Dumas, qui va épuiser l'idée du comte de Monte Cristo, puisque dans cet ouvrage, il y a un petit chapitre intitulé « Le diamant et la vengeance », où on relate l'histoire d'un personnage qui va devenir Edmond Dantès dans le comte de Monte Cristo, qui, à la suite de circonstances romanesques, va être emprisonné et devenir comte et finalement se venger. Alors en 1790, Jacques Peuchet va sonder la population française. Il va écrire l'encyclopédie méthodiste, je crois que la date exacte, c'est d'ailleurs 1789, où il va dénoncer
le fait que les soldats qui revenaient de la guerre étaient sans emploi et mettaient sur le trottoir, comme on dit, des jeunes filles qu'ils soumettaient à la prostitution. Alors, il va écrire également du ministère de la Police en général. Il va dénoncer les excès du ministre de la Justice Fouché, sous Napoléon, qui n'hésitait pas à espionner, enfermer, faire défaut. Il va même s'opposer au fait que les vagabonds soient arrêtés. Et surtout, il va écrire en 1805 un ouvrage qui s'appelle Traité élémentaire de statistique de la France, qui va inspirer Karl Marx, puisque Karl Marx, comme Balzac et Alexandre Dumas, vont être des lecteurs fervents de Jacques Peuchet. Alors, Jacques Peuchet, bien qu'utilisant cette statistique naissante, va voir l'inconvénient des statistiques, c'est-à-dire que ça gomme l'individu au profit de la collectivité. Par contre, son collègue Emmanuel Étienne Duvillard va écrire lui aussi en 1806 Mémoire sur le travail du bureau de la statistique, où là, il voit l'avantage de gommer l'individu au profit de la collectivité. Donc, deux visions opposées. Celle de Peuchet qui consiste à dire « Attention, il faut maintenir la singularité du citoyen français pour éviter de le dissoudre dans la collectivité », et l'approche du Villard qui consiste à dire « Non, il faut dissoudre l'individuel dans la collectivité ». Donc, deux visions opposées. Finalement, c'est celle de Duvillard qui va l'emporter puisque nous sommes tous devenus des variables statistiques diluées dans la collectivité. Alors, comment les statistiques ont pu s'imposer dans les États modernes occidentaux basés sur la science et la technologie? Il faut savoir que la naissance de la physique et son importance de plus en plus grande dans les sociétés modernes vient du fait qu'on est rentré progressivement, sans qu'on s'en rende compte, dans une sorte de vision pythagoricienne du monde. Pythagore disait que les nombres créent l'ordre du monde, définissant et limitant l'infini. Les choses deviennent les doubles des nombres et leur essence formelle et leur configuration mathématique. On est rentré exactement dans cette approche. Galilée ira jusqu'à considérer que le livre de la nature est écrit en mathématiques. Ces lettres, dit-il, sont faites de triangles, cercles et autres figures, sans lesquelles il serait impossible de comprendre la moindre des choses et sans lesquelles on serait dans un labyrinthe obscur. Il conseillait aux scientifiques qui voulaient étudier mathématiquement la nature de s'intéresser à des propriétés essentielles des corps, telles que la forme, le mouvement, le nombre, qui sont mesurables et quantifiables, alors que les autres propriétés telles que la couleur, l'odeur, le goût, le son, étaient des représentations trop subjectives qu'il fallait, dit-il, exclure de la science. Donc, il y avait un terreau favorable à l'utilisation de cet outil statistique. Alors, Lord Kelvin ira jusqu'à dire la chose suivante: lorsque vous pouvez mesurer ce dont vous parlez et l'exprimer en chiffres, vous savez de quoi vous parlez. À défaut de pouvoir le faire, dit-il, la nature de votre connaissance est maigre et insatisfaisante. Alors, progressivement, on est rentré dans l'empire des nombres et l'empire des chiffres. Et donc, évidemment, il y a eu résistance. On peut considérer que le mouvement romantique, c'est un mouvement qui s'est opposé à cette vision de plus en plus mathématisable, calculable, la calculabilité. Pierre-Simon de Laplace, que nous avons évoqué, a même développé ce qu'on appelle le démon de Laplace. Il considère qu'un être omniscient qui a créé la matière et les a déposés à des endroits que lui seul connaît, peut déduire le devenir du monde à chaque seconde. Alors, on va illustrer ça de façon très simple. Vous avez une voiture, elle est garée à un endroit bien précis. Vous imposez à cette voiture de rouler à 100 km/h. Il n'y a pas de variation de vitesse. On appelle ça un mouvement rectilique uniforme. Vous savez qu'en une demi-heure, vous avez parcouru 50 km, en 1 heure 100 km, en
2 heures 200 km. Et si vous restez, j'allais dire, éternellement sur cette ligne droite, sans variation de vitesse, bah, on peut savoir à chaque seconde où vous êtes. Et donc Laplace appelle cette détermination le démon de Laplace. C'est être omniscient. C'est plus exactement la suite de la science qui a amené à cette notion de démon de Laplace qui est propre à la physique classique, puisque la physique quantique va renoncer à ce déterminisme au profit d'une vision plus artistique, plus floue, plus probabiliste. Alors, quels sont les outils utilisés, deuxième partie, par les statisticiens? Alors, on utilise la moyenne. Ici, vous avez 3 variables, x1, x2, x3. Si vous voulez faire la moyenne, supposons que ça soit 3 notes données à un élève à 3 devoirs, bah, vous faites la somme des 3 notes obtenues et vous divisez par 3. L'écart, bah, évidemment, par rapport à la moyenne, vous prenez chacune de ces variables et vous enlevez la moyenne et vous divisez toujours par 3. On peut même calculer la variance qui consiste à enlever à chacune des variables x1, x2, x3 la moyenne et d'élever le tout au carré pour chacune des variables et diviser par 3 encore. Alors, dès l'Antiquité, Archytas de Tarente, Archytas de Tarente, qui fut un philosophe et politicien, il va administrer la ville de Tarente entre 361 et 367 avant Jésus-Christ. Il fut ami de Platon, avait fait la distinction entre la moyenne arithmétique, la moyenne tout court, et la moyenne géométrique. Imaginons toujours notre cas d'école, un élève a reçu 5 notes, il a reçu 7 pour le premier devoir, 8 pour le deuxième, 19, il a eu un état de grâce pour le troisième devoir, 8 pour le quatrième, et enfin 9 pour le dernier devoir. La moyenne arithmétique consiste à faire la somme de ces 5 notes et de diviser par 5. Et on trouve 10,4. On peut conclure que l'élève a un niveau moyen. Il est un tout petit peu au-dessus de la moyenne qui est représentée par 10. Si on fait une moyenne géométrique, ça consiste à prendre la racine carrée de chacune de ces notes multipliée par elle-même. La racine carrée, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une opération qui consiste à partir d'une valeur, à trouver la valeur qui, multipliée par elle-même, donne la valeur de départ. Par exemple, si vous prenez la racine carrée de 4, c'est 2, et 2 fois 2, c'est 4. Vous retombez sur vos pattes. Alors, Archytas de Tarente considérait que la moyenne arithmétique était moins proche de la situation réelle et que la moyenne géométrique, elle était beaucoup plus proche. Alors, certains tyrans de la Grèce considéraient que, évidemment, la moyenne arithmétique permettait d'écraser les singularités. C'est ce qui se passe d'ailleurs. Si vous regardez ce que nous dit l'INSEE sur l'élévation du coût de la vie, bah, on peut, lorsqu'on est passé par exemple du franc à l'euro, on s'est rendu compte qu'il y avait une élévation du coût de la vie, c'est une sorte d'inflation masquée, puisque entre le franc et l'euro, il y a un facteur 6,5. Donc, la ménagère de 50 ans, c'est très bien qu'elle ne fait pas la même chose avec l'équivalent de 100 francs et 100 euros. Donc, comment on est arrivé à ce tour de passe-passe à faire croire aux Français que le coût de la vie n'avait pas augmenté? Ben, on prend des produits de luxe comme la montre Cartier, le Vison, la Ferrari, et puis on va glisser également des produits de première nécessité comme le coût de la baguette de pain, le paquet de cigarettes, les revues, les journaux, etc. Et on fait une moyenne arithmétique, on écrase la différence. C'est la même chose, il faut faire une distinction entre ce qu'on appelle en France le salaire moyen et le salaire médian. Par exemple, le salaire moyen, si vous regardez, il est de 2 520 €. Mais le salaire médian est plus modeste. La valeur médiane, c'est la valeur d'un salaire où il y a 50% de la population en âge de travailler qui est inférieure et 50% qui est supérieur. Par exemple, en France, le salaire médian est de 1 789 € et non pas de 2 520 €. Les femmes touchent 1 639 € en termes de salaire médian et l'homme
1899 euros. Il y a une petite différence de 13,7% entre la rémunération mensuelle d'une femme et d'un homme. Vous voyez bien que le salaire moyen donne l'illusion que les Français gagnent plus que la réalité. Donc le salaire médian est plus proche de la réalité que le salaire moyen. Il y a quand même une différence, 1789 et 2520 euros. Donc, vous voyez, c'est pareil pour le produit intérieur brut, ce qu'on appelle le PIB en abrégé. Si vous avez 10% de la population française qui fait des dégâts et 10% qui les répare, bah, vous auriez le même produit intérieur brut, le même PIB, si vous aviez des 20% de la population qui travaillait au bien-être de santé, au niveau culturel, au niveau associatif. Donc, ça ne veut rien dire, tous les paramètres qu'on utilise en économie. Alors, la fameuse courbe de Gauss, Pierre-Simon de Laplace va développer les prémices de cette courbe de Gauss, qu'on appelle d'ailleurs, en dehors de la France, la courbe de Bell. Vous avez une valeur moyenne et puis des valeurs extrêmes à gauche et à droite. Donc, Laplace va jouer à pile ou face. On a une chance sur deux d'avoir la face pile d'une pièce ou la face face, pile ou face. Et donc, il faut un grand nombre de tirages pile ou face pour arriver à une chance sur deux d'avoir pile ou face. Par contre, vous pouvez avoir une série de tirages qui vous donne l'impression que c'est le face qui sort plus que le pile, et dans d'autres moments, c'est l'inverse. Donc, valeur moyenne qu'il appelle le théorème central limite. Alors, cette courbe est utilisée, évidemment. Les théologiens avaient déjà compris l'intérêt d'avoir une sorte de courbe qui définirait une valeur centrale, un étalon. Par exemple, Nicolas de Quest disait que Dieu est simultanément le plus grand, Maximus, et le plus petit, Minimus, car puisque rien n'existe en dehors de Dieu, il est simultanément le plus grand et le plus petit, Dieu la mesure de toutes les grandeurs du monde fini. Et saint Thomas d'Aquin disait que les gens sont plus ou moins intelligents, plus ou moins grands, et qu'il fallait bien un étalon. L'étalon, c'est le divin. Mais évidemment, vous voyez bien les réserves qu'on peut faire par rapport à cette valeur moyenne. Cette valeur moyenne, elle a vraiment imprégné la culture populaire, puisqu'on parle de français moyen, on parle de ménagères de 50 ans. On a donc défini un archétype d'un français moyen qui en permanence est mis en avant dans les études statistiques. Alors, cette courbe de Gauss a été utilisée de façon un petit peu malhonnête par deux scientifiques, Richard Ernstein et Charles Murray. Ils ont écrit en 1994 The Bell Curve, où ils ont prétendu démontrer qu'il ne fallait pas aider les gens les plus défavorisés, car ils avaient un gène de l'échec social, de la marginalisation. Donc, pourquoi les aider s'ils étaient programmés à l'échec? On retrouve cette vision chez Émile Zola, puisque la fondatrice de la famille Rougon-Macquart a eu des enfants avec Rougon, qui est un paysan rigoureux, et toute sa descendance va réussir socialement. Par contre, les Macquart vont être soumis à une espèce de programmation à l'échec. Pensez à l'assommoir germinal qui essaie de se sortir de sa condition et qui retombe immanquablement dans les affres de l'échec. Alors, John Rawls, qui fut à la fois philosophe et juriste, a développé une théorie de la justice qui est basée non plus sur l'égalité, la valeur moyenne, qui gomme les singularités, au profit de l'équité. Si vous gagnez 30 000 euros par mois, vous serez remboursé de la même façon par la sécurité sociale suite à un acte médical que si vous êtes au SMIC et vous gagnez 1350 ou 1500 euros. Vous voyez bien qu'on ne tient pas compte de l'état du budget de chacun des citoyens. Donc, on a développé une démocratie plutôt basée sur l'égalité plus que sur l'équité. On pourrait dire, on a plutôt mis en avant une démocratie qui est basée sur la moyenne arithmétique plutôt que sur la moyenne géométrique. Alors, quelles sont les représentations utilisées par les statisticiens? Quand on fait des statistiques, on a généralement une représentation bidimensionnelle. On a deux grandeurs. Ici, on regarde l'évolution du nombre de lapins.
Donc, si vous regardez, vous voyez qu'on part de 250 024 lapins, mais on va progresser de 2 en 2. Donc, c'est une progression très fine, jusqu'à 257 042 lapins. Alors, généralement, dans une représentation bidimensionnelle, vous avez deux axes qui font entre eux deux un angle de 90 degrés. C'est ce qu'on appelle un repère orthonormé, avec un axe vertical appelé ordonnée et un axe horizontal appelé abscisse. En abscisse, vous avez les 12 mois de l'année. En ordonnée, vous avez la progression de la reproduction des lapins. Et donc, vous avez une reproduction en nombre de lapins qui s'étale de janvier à septembre. Vous voyez que en juin, il semble y avoir un pic, mais si on a en abscisse une représentation moins fine dans l'augmentation du nombre de lapins, on a zéro, on part de 0 jusqu'à 260 000, eh bien, on a l'impression qu'il n'y a pas eu de variation du nombre de lapins, comme si il y avait une uniformisation, qu'on soit en janvier ou en décembre, la reproduction des lapins reste les mêmes. Donc, attention, comment on utilise les deux axes et quelle est la progression? Parce qu'on peut avoir un effet zoom qui donne l'impression qu'il y a une plus grande reproduction, ou au contraire, on peut donner l'impression qu'on n'a pas de reproduction. Or, c'est la même chose quand on regarde le nombre d'agressions déclarées depuis 2002 à Tronville-en-Barrois. Donc, vous avez ici en abscisse 2002, 2003, 2004, 2005, et puis en ordonnée, on part de 676 agressions jusqu'à 690. Et vous voyez qu'on a l'impression qu'en 2005, il y a eu un pic d'agression, comme si la ville de Tronville-en-Barrois était devenue très insécurisée et que les citoyens étaient soumis à des agressions incessantes. Si, au contraire, on part de 0 pour aller à 700, on a l'impression que la ville de Tronville-en-Barrois est tout à fait sécure et que depuis 2002, la mairie a fait en sorte que la ville soit très sécure. Donc, on peut en déduire des choses complètement différentes. Alors, avec beaucoup d'humour, Monseigneur Rodin disait « Il ne faut pas exagérer la progression de la délinquance juvénile, puisque à l'époque d'Adam et Ève, la délinquance était de 50%. » Donc, attention à la façon dont on va représenter. Alors, vous voyez cette représentation avec des rectangles, ça s'appelle des histogrammes. Alors, c'est pareil quand on regarde l'évolution des salaires moyens ouvriers et cadres entre 2001 et 2002. On lit que le salaire des ouvriers a augmenté de 150 € et celui des cadres de 100 €. Mais évidemment, c'est un nombre absolu. Il faut regarder le nombre relatif. Ça s'applique que sur un salaire. Le salaire moyen, à l'époque de l'étude d'un cadre, c'était de 3 000 € et le salaire moyen d'un ouvrier, à l'époque, était de 1 000 €. Donc, évidemment, quand vous avez une augmentation de 100 € ou une augmentation de 150 €, c'est pas du tout la même chose. Si vous avez une augmentation pour les ouvriers de 150 €, vous avez une augmentation de 10%, et pour les cadres de 5%, si vous avez une augmentation de 100 €. Mais, vous voyez, c'est des valeurs absolues, ce ne sont pas des valeurs relatives. Il faut que ce chiffre soit applicable à un salaire. Évidemment, c'est la palissade. Alors ici, vous avez un salaire complètement fictif, c'est une manipulation. On donne comme salaire de base 100 pour le cadre et l'ouvrier. Donc, comme l'ouvrier a une augmentation de 10%, il passe à 110 et le cadre à 105. Et donc, on a l'impression, c'est un tour de force, que la progression salariale des ouvriers est supérieure à celle des cadres, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc, faites attention entre une valeur absolue et une valeur relative. Le problème de la corrélation est un véritable problème dans les statistiques, c'est même le problème central des statistiques. Ici, vous avez deux grandeurs, l'élévation de la taille en fonction de l'âge. On peut considérer qu'on fait une étude sur des enfants. Donc, on a un certain nombre de points qui vont exprimer l'élévation de taille en fonction de l'âge. C'est ce qu'on appelle un diagramme de dispersion. Il faut tracer une droite qui va relier le maximum de points. Et plus vous reliez le maximum de points, plus on considère qu'il y a un lien entre la taille et l'âge. C'est ce qu'on appelle une régression linéaire.
Alors, cette régression linéaire va déboucher sur un coefficient de corrélation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'âge et la taille sont corrélés. Ce coefficient de corrélation peut être de 100%, il sera égal à 1, ou au contraire, s'il n'y a pas de corrélation, il sera égal à -1. Ce qui fait qu'on a des corrélations dites positives avec un coefficient de corrélation de 1. Ça veut dire que si on progresse sur l'axe des ordonnées, on aura une progression sur l'axe des abscisses, plus ou moins linéaire. Au contraire, si une des grandeurs n'est pas corrélée à l'autre, eh bien, on aura une régression négative avec un coefficient de corrélation de -1. Et si les deux grandeurs ne sont pas corrélées, on a une corrélation nulle. À ce moment-là, le coefficient de corrélation est égal à 0. Alors, quelques études, on s'est amusé, c'était d'ailleurs une étude du ministère de l'Intérieur, à corréler le prix du fromage avec le nombre d'attentats. Alors, on prend différentes régions de France et on regarde comment le nombre d'agressions est corrélé au prix du fromage. On s'aperçoit qu'il y a un point qui est excentré, c'est toujours l'une des difficultés quand on fait une régression linéaire. L'accord semble échapper à cette corrélation. Alors, vous voyez, on peut interpréter ça complètement différemment. Soit on considère que l'élévation du prix du fromage a entraîné une augmentation du nombre d'attentats, ou que le nombre d'attentats en Corse a entraîné une augmentation du prix du fromage. Attention, une corrélation lie deux grandeurs, mais il n'y a pas forcément une relation causale entre les deux grandeurs. Et souvent, la manipulation consiste à établir une relation causale sur des corrélations. Alors, c'est pareil, si on regarde l'utilisation du paracétamol dans la lutte contre l'élévation de température corporelle suite à une infection. Donc, votre corps peut atteindre 40 degrés. Si vous prenez 2 grammes de paracétamol, bah, vous pouvez redescendre à 37,5. Mais si on fait ce qu'on appelle une extrapolation, vous voyez que cette droite qui est au départ basée sur des points, bah, on peut essayer de la prolonger de façon linéaire. Et donc, on arrive à la conclusion que si vous prenez 10 grammes de paracétamol, bah, vous faites descendre votre température à moins de 31 degrés Celsius. C'est faux, puisque notre corps a une homéostasie thermique, et puis il faut que vous résistiez à 10 grammes de paracétamol. Faut-il prendre en une seule dose ou de façon fragmentée? Vous voyez, tout ça est caché, c'est ce qu'on appelle des variables troubles ou des biais dans l'étude statistique. Et on voit bien comment ces biais statistiques ont été utilisés dans la pandémie que nous avons connue. On a fait des études statistiques dans la revue The Lancet. C'est les travaux de Mera et de Pey, publiés en mai 2020, pour prouver que l'hydroxychloroquine n'avait pas d'efficacité sur le Covid-19, même pouvait s'avérer dangereuse, alors que on l'a vendu sans ordonnance pendant plus de 70 ans sans qu'il y ait de problème déclaré. Donc, quand on arrive à vendre sans ordonnance un produit, c'est qu'on a pu suffisamment éprouver. Et puis, l'hydroxychloroquine, du fait de son utilisation sur le paludisme, a été utilisée par plus d'1 milliard de personnes, étalée sur plus de 70 ans. Donc, on avait des résultats suffisamment fiables. Donc, vous voyez bien que le côté noir des statistiques, c'est qu'on peut les utiliser pour manipuler une opinion publique et détourner les résultats expérimentaux dans le sens de l'idéologie. Et le sens ici, c'était d'aller dans le sens de l'intérêt des industries pharmaceutiques. Alors, l'économie est basée sur les statistiques, et en particulier la partie la plus théorique, la plus mathématique de l'économie, qu'on appelle l'économétrie. Alors, l'économétrie, officiellement, a une existence datée du 31 décembre 1930, où on va créer la Société d'économétrie aux États-Unis, dont le leitmotiv est de rapprocher l'économie des statistiques et des mathématiques pour amener l'économie à être plus scientifique, l'anoblir par son côté quantifiable et calculable. Alors, cette obsession de la calculabilité, de la quantification, elle a été dénoncée par le philosophe Martin Heidegger, qui disait « On a remplacé la pensée méditante par la pensée calculante ». Alors, est-ce que l'utilisation à outrance des régressions linéaires, des coefficients de corrélation est raisonnable?
Alors ici, vous avez une régression linéaire et ça permet à l'économie de passer du qualitatif au quantitatif. Alors, Tigray Velmo, en 1944, a véritablement donné les bases de l'économétrie. On peut dire qu'un des outils principaux de l'économétrie, ce sont l'utilisation des statistiques. Et on a ainsi élaboré des pseudo-lois. Donc, vous avez une courbe ici qu'on appelle la courbe de Phillips, qui a consisté à voir le lien qu'il y avait entre le taux de croissance des salaires en ordonnée et le taux de chômage en abscisse. Alors, cette loi a été étudiée par Phillips en Angleterre dans les milieux ouvriers entre 1861 et 1957. Et la loi de Phillips date de 1958. Vous voyez, ce n'est pas une droite, c'est ce qu'on appelle une évolution non linéaire. Alors, on arrive à la conclusion que le taux de chômage est inversement proportionnel au taux de croissance du salaire. Si vous avez très peu de chômage, vous pouvez prétendre en tant qu'ouvrier à un salaire plus élevé. Par contre, si le taux de chômage est élevé, bah, vous aurez un taux de croissance du salaire beaucoup plus modeste parce qu'il y a une pression. Alors, cette loi, par la suite, a évolué. On a essayé, parce qu'on voyait qu'elle était un peu bricolée, on l'a testée aux États-Unis entre 1961 et 1982. Et puis surtout, à un moment donné, on s'est rendu compte qu'il y avait un lien entre le taux de chômage et l'inflation. On peut dire que l'inflation est inversement proportionnelle au taux de chômage. Si vous voulez un taux de chômage nul, il faut une inflation maximale. Si vous voulez une inflation nulle, il faut un taux de chômage maximal. Et donc, c'est une sorte d'alternative. Mais on voit bien que cette loi est contredite, puisque si on prend la situation française, vous avez une inflation de 7,3%, un taux de chômage de 6,2% et un taux de croissance de 0,2%. Donc, on voit bien qu'on n'est pas dans l'alternative, le chômage ou l'inflation. On a l'un et l'autre. C'est pas ou, on passe par le et. Alors, la loi d'Okoun, oui, on n'hésite pas à parler de loi d'Okoun, montre qu'il faut un taux de croissance du PIB d'au moins 3% pour limiter le taux de chômage. Et donc, progressivement, la courbe de Phillips et la loi d'Okoun ont imposé un chômage structurel. Maintenant, il y a une espèce de monopole des entreprises qui fixe les salaires indépendamment de la conjoncture économique. Alors, l'économie a voulu se faire science, elle s'est mathématisée à outrance. On a d'ailleurs, c'est Per Asbing, qui a été gouverneur de la Banque centrale du Royaume de Suède, qui a eu l'idée de créer, entre autres, il y en avait d'autres, le prix Nobel d'économie, qui va finalement être proposé en 68 et adopté en 69. Et les banques suédoises délivrent à un économiste ou à des économistes un prix qui est considéré comme l'équivalent des prix Nobel de physique, de chimie, de médecine ou physiologie. D'ailleurs, pour maintenir la confusion, on délivre ces prix Nobel le 10 décembre chaque année. Et donc, ça permet à l'économie de prétendre être une science reine dans les sciences humaines qui se hisse au même niveau que les sciences dites dures. Or, ce n'est pas du tout le cas. Parmi les critères qui font que une discipline peut se prétendre scientifique au sens où on l'entend dans les sciences dures, c'est qu'elle est prédictible. Or, il y a peu de modèles économiques, pour ne pas dire rarement un modèle économique peut prédire une crise. Or, la prédiction est un des critères qui fait d'une discipline une discipline relevant des sciences dures. Alors, je dirais de l'économie ce qu'Hegel disait dans son introduction à la philosophie du droit. Il disait de la philosophie la chose suivante: lorsque la philosophie peint du verre sur du verre, une forme de vie a vieilli et ne se laisse pas rajeunir par du verre sur du verre, mais seulement connaître. La chouette de Minerve prend son envol à la tombée de la nuit. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? C'est que la philosophie arrive après que les événements ont eu lieu. Elle va commenter ces événements, mais elle n'a pas pu les prédire. Karl Marx avait fait graver sur sa tombe: les philosophes n'ont fait que décrire le monde, il s'agit maintenant de le changer. Donc, l'économétrie, alors qu'est-ce que l'économie? C'est une espèce de pendule qui oscille entre prospérité et crise.
sans vraiment trouver son état d'équilibre. Alors, il faut savoir que les premiers économétristes, Léon Walras, David Ricardo, Alfred Marshall, ont été fascinés par la physique newtonienne. Si vous prenez une voiture, elle peut être soit au repos, soit accélérée, soit décélérée. Ben, l'économie, elle ne connaît que deux mots d'ordre. Accélération, c'est les périodes d'expansion qui entraînent une surchauffe, qui vont entraîner une crise, une liquidation. Puis après, on va rentrer dans une baisse conjoncturelle, une dépression. Puis après, on va redémarrer à nouveau, on va connaître une prospérité, une expansion, une surchauffe. Vous voyez, c'est une sorte de mouvement perpétuel, un pendule qui battrait entre crise et prospérité, prospérité et crise. Donc, les équations de l'économétrie, c'est en tous les cas l'objection que fait Stéphane Georgescu-Roegen, qui fut un des grands économétristes, reproche à l'économie. Elle ne tient pas compte, par exemple, de l'entropie, puisque l'économie va décrire la façon dont on transforme les choses présentes naturellement sur Terre, et on va dégrader. Et puis surtout, bah, elle a jamais trouvé un état d'équilibre. Les premiers économistes comme Adam Smith disaient qu'il y a une tendance de l'homme à vouloir faire du profit, et que c'est un peu une espèce de tendance innée qui amène l'homme à vouloir du toujours plus. Alors, religion, politique peuvent faire bon ou mauvais ménage. Normalement, que ce soit la politique, l'idéologie, la religion, il ne devrait pas y avoir une incidence sur le développement de la science. Et pourtant, dans le passé, on a vu ça. Par exemple, ici, vous avez Étienne Tempier, qui fut instructeur du pape Jean XXI, et il établit une liste de 219 hérésies. Et parmi cette liste, il y avait la notion de loi. Alors, il faut savoir que la notion de loi arrive progressivement. On ne la trouve même pas chez Galilée, qui est un des pères fondateurs de la physique moderne. Elle apparaît avec Descartes progressivement sur la pointe des pieds. Dans la période antique, il y avait trois lois. La loi du levier, il y avait la loi de la réflexion en optique, et puis il y avait la loi de la poussée d'Archimède, qu'on peut résumer très simplement. Tout corps plongé dans un liquide est soumis à une poussée de bas en haut égale au poids du liquide déplacé. Alors, Jean XXI refusait la notion de loi, puisqu'une loi rend possible une chose et impossible une autre chose. Par exemple, vous pouvez tomber sous l'effet de la gravitation, mais la gravitation ne peut pas vous mettre en lévitation. Donc, en théologie, il y a l'omnipotentialité du divin. Comment une loi peut restreindre le divin? Et donc, Jean XXI s'oppose à la notion de loi en science. Paradoxalement, il va mourir du fait d'un écroulement du plafond de sa chambre, et on peut dire que c'est la loi de la gravitation qui l'a tué. Alors, Stephen Jay Gould va consacrer un ouvrage à la malmesure de l'homme, puisque les statistiques ont été un outil extrêmement habile pour faire passer des idéologies pour des faits scientifiques. Par exemple, on a voulu établir une corrélation entre la taille du cerveau et l'intelligence. On a voulu essayer de voir s'il y avait des races dites supérieures et des races dites inférieures. On a voulu faire une différence entre le cerveau d'un homme et d'une femme. Alors Alfred Binet, très objectivement et d'une façon honnête, constate que quand il mesurait la taille du cerveau des enfants, si l'enfant venait d'un milieu favorisé, il avait tendance à augmenter la mesure sans s'en rendre compte. De même, on a pesé le cerveau des hommes humides et le cerveau des femmes desséchées. Il y avait une différence de poids. Donc, on a eu l'obsession de relier par corrélation positive l'intelligence avec le volume crânien. Par la suite, on a voulu établir une corrélation entre l'hérédité et l'intelligence. Francis Galton va ouvrir la voie. Francis Galton, c'était le neveu de Charles Darwin. Il va écrire en 1869 un ouvrage qui va influencer le génie héréditaire. Alors, tout ça est basé sur des corrélations.
D'ailleurs, pour la petite anecdote, Binet, qui avait un ego assez développé, quand on lui a demandé c'est quoi le coefficient intellectuel, il a dit c'est exactement ce que mesure mon test. Donc Stéphane Jay Gould va regarder toutes ces mesures. Alors, effectivement, cette notion de race supérieure, de race inférieure, va faire ravage, puisque en France, Alexis Carrel va écrire en 1941 L'homme c'est inconnu, où il développe la notion de biocratie qui doit remplacer la démocratie, puisqu'il considère que la démocratie ne fait pas assez appel à la sélection naturelle darwinienne. Il recevra en 1912 le prix Nobel de médecine ou physiologie pour ses travaux en chirurgie circulatoire. De même, Charles Richet, qui recevra en 1913 le prix Nobel de médecine ou physiologie pour avoir découvert le choc anaphylactique qui fait qu'une personne réagit pour la première fois à la présence d'un allergène dans son organisme, va développer cette thèse dans La sélection naturelle, ouvrage publié en 1919, et la même année publiera un autre ouvrage qui s'appelle L'homme stupide. Alors ces idées vont faire ravage dans l'Allemagne nazie, où on va stériliser 450 000 personnes et amener dans des camps de la mort entre 4 et 6 millions de personnes, juifs, communistes, homosexuels. Voilà le résultat de cette idéologie. Et quand on interrogera au procès de Nuremberg les responsables nazis, ils diront qu'ils se sont inspirés du biologiste Charles Davenport, qui a été le prêtre de l'eugénisme pour la société américaine. Et on retrouve cette notion puisque William Shockley, qui recevra le prix Nobel de physique en 1956 pour avoir découvert le transistor, était pour l'élimination des Noirs qui avaient un coefficient intellectuel bas. Alors, Julian Huxley va aussi développer cette notion. Il sera quand même le directeur de l'UNESCO entre 1946 et 1948. Il dira la qualité et non la quantité est ce que nous devons viser. Et pour cela, une politique concertée est nécessaire pour empêcher le flot croissant de population ne vienne submerger notre espoir d'un monde meilleur. L'espoir d'un monde meilleur, c'est un monde où les individus considérés comme impurs, les handicapés mentaux, les gens pauvres, etc., ont été éliminés. Vous voyez, ce discours de pur et d'impur, on l'a retrouvé pendant la crise, puisque l'impur, c'était le non-vacciné, et le pur était celui qui était vacciné. D'ailleurs, dans la progression, vous voyez, l'Allemagne nazie a beaucoup utilisé les statistiques pour comparer son armée aux autres armées européennes, et elle a utilisé cette notion de pur et d'impur, puisque le programme d'Hitler commence par aseptiser les entreprises, et puis on est passé d'une asepsie microbienne à une asepsie ethnique, avec la nécessité d'éliminer l'impur de la société allemande, à savoir le juif. Alors Charles Darwin va énormément influencer ce mouvement, presque malgré lui. Il va écrire en 1859 un ouvrage qui fera date de l'origine des espèces, où il trouve un moteur à l'évolution qui est le fameux struggle for life, la lutte pour la vie. Et donc, les économistes anglo-saxons vont voir l'opportunité d'utiliser les travaux de Charles Darwin, puisque finalement, si vous avez, selon Darwin, deux espèces A et B, celle qui réussit le mieux, c'est celle qui est mieux adaptée à l'environnement. Si l'espèce A est mieux adaptée à l'environnement, elle va mieux se reproduire. Et au bout d'un moment, elle va surpasser en nombre l'espèce B qui progressivement va disparaître et laisser place à l'espèce A qui elle-même sera dépassée par une autre espèce qui peut être mieux adaptée à l'environnement. Alors là, la sélection naturelle, le darwinisme, c'est un peu une tautologie, puisque l'espèce A est mieux adaptée à l'environnement parce qu'elle se reproduit mieux, et elle se reproduit mieux puisqu'elle est mieux adaptée à l'environnement. C'est ce qu'on appelle une tautologie. Et donc, l'éthologue Rémi Chauvin a dénoncé cette logique circulaire qui tourne sur elle-même. Alors, Charles Darwin va même inspirer Karl Marx, puisqu'il y voit le moteur de la lutte des classes, qui est pour lui le moteur de l'évolution des sociétés. Il demandera à Charles Darwin d'écrire la préface du tome 1 du Capital, ce que Darwin, évidemment, refusera. Et il dira, si le darwinisme, c'est ce que je lis, alors je ne suis pas darwinien.
Alors Darwin va progressivement compléter sa vision de l'évolution au profit de l'entraide. Il sera influencé par l'anarchiste Kropotkin, qui va écrire un ouvrage monumental, L'entraide, où effectivement il arrive à la conclusion que s'il n'y avait pas eu une entraide parmi les mammifères, on ne serait pas là pour en parler. Donc il n'y a pas que le struggle for life, il y a aussi l'entraide. Mais évidemment, ça arrangeait les économistes d'avoir une lutte pour se maintenir à un certain niveau sociétal, et donc les plus doués, ceux qui sont au sommet de la hiérarchie, prétendent, selon les lois de Darwin, être mieux adaptés à l'environnement sociétal, et ceux qui ne réussissent pas ne sont pas adaptés à l'environnement sociétal. Il y a presque une morale biologique dans le faire. Alors, les premiers anthropologues anglais comme Lewis Henry Morgan ou Edward Burnett Taylor ou encore James George Fraser vont développer une anthropologie darwinienne. Alors Lewis Henry Morgan va utiliser la notion de race supérieure et de race dite inférieure. Alors là aussi, vous avez une corrélation positive. Le racisme, car il s'agit d'un racisme non affiché, repose sur 4 points. Premier point, il existe une corrélation d'une part entre le patrimoine génomique et les aptitudes intellectuelles et les dispositions morales d'autre part. Deuxième point, ce patrimoine génomique dont dépendent les aptitudes intellectuelles et les dispositions morales est commun à tous les membres de certains groupements humains. Troisième point, ces groupements humains peuvent être hiérarchisés en fonction de la hiérarchie de leur patrimoine génomique. Et quatrième point, au nom de cette supériorité génomique, les races dites supérieures s'autorisent à dominer, exploiter, voire à éliminer les races dites inférieures. Or, c'est une corrélation fausse, une corrélation présentée comme une corrélation positive. Alors, par exemple, pour les anthropologues évolutionnistes, et en particulier le principal, Lewis Morgan, quand on compare les peuples par rapport au développement scientifique et technique, c'est le critère. Là aussi, c'est une étude biaisée. On s'aperçoit que les peuples supérieurs ont un raisonnement scientifique, ils ont créé une pensée rationnelle qui a débouché sur la science et la technologie, alors que les peuples inférieurs ont un raisonnement enfantin. Ils sont dans l'enfance de l'humanité. Les peuples supérieurs ont des capacités technologiques d'innovation, alors que les peuples inférieurs ont une absence totale d'invention. On peut remarquer que les peuples supérieurs ont développé une démocratie parlementaire, alors que les peuples inférieurs sont restés dans l'anarchie ou la tyrannie. Un des triomphes des peuples supérieurs, c'est l'accessibilité à la propriété privée, alors que les peuples inférieurs sont restés dans un communisme primitif. La monogamie est le critère d'un peuple supérieur, alors que le communisme sexuel et la promiscuité, c'est la preuve que ces peuples sont inférieurs. Enfin, on a développé un monothéisme dans les sociétés supérieures avec une moralité, alors que l'ignorance religieuse est de mise, ils sont polythéistes, ils sont soumis à la moralité. Alors, vous voyez que toutes ces notions voulaient faire émerger la notion de peuple dit primitif et de peuple dit supérieur. Alors, en France, Lucien Lévy-Bulle va écrire un ouvrage en 1912, Les fonctions mentales des peuples inférieurs. Et puis, en 1931, il va récidiver, si je puis dire, et écrire La surnature et la nature dans la mentalité primitive. Il va développer la notion de peuple dit primitif qui serait resté dans l'enfance de l'art. Par la suite, on va parler de peuple premier, de peuples natifs, de peuples même racines qui continuent à vivre là où vivaient leurs ancêtres. Il n'y a rien de supérieur ou inférieur. Il n'y a pas de peuple dit supérieur et de peuple dit inférieur. Il y a simplement des façons différentes de résoudre des problèmes qui sont communs à l'évolution en groupe de l'humain. Et donc, on va, à partir de problèmes communs, donner des réponses différentes. Et donc, l'évolution des peuples
premiers est différente de l'évolution des peuples supérieurs. Alors, cette notion de corrélation entre l'intelligence et la génétique va être lourde de conséquences, en particulier du fait de ce psychologue Cyril Burt. Cyril Burt a eu tous les honneurs de l'Empire britannique de l'époque. Il a enseigné la psychologie à l'Université Collège de Londres. Il a été le premier anglais à recevoir la récompense de l'American Psychology Association, qui lui décernera le prix Thorndike. Et surtout, il est resté célèbre jusqu'en 71 pour avoir fait une étude qu'on considérait comme incontournable, indéboulonnable, qui liait l'hérédité et l'intelligence. Donc, on considérait que les gens qui étaient nés dans un des milieux défavorisés étaient moins doués intellectuellement que les gens qui étaient nés dans des milieux plus favorisés. Donc, il va commencer en 1943, où il va étudier 13 paires de jumeaux vrais. En 1950, il va étudier 20 paires de jumeaux vrais. En 58, 30 paires de jumeaux vrais. Et en 66, il va finir sa carrière en étudiant 52 paires de jumeaux vrais. Déjà, c'est un tour de force de trouver 52 paires de jumeaux vrais. Alors, il va arriver à une curieuse corrélation. L'intelligence était héréditaire avec un coefficient de corrélation qui était toujours le même, 0,771. Il concluait à une intelligence héréditaire à 87%. Alors, heureusement, il est mort en 71 et à sa mort, on a découvert qu'il avait des faux collaborateurs, en particulier 2 fausses collaboratrices, Miss Margaret Howard et Miss G. Conway. Il avait purement et simplement inventé. D'ailleurs, lorsqu'elles écrivaient sous sa plume un soi-disant article, elles considéraient Cyril Burt comme un des grands psychologues de tous les temps. Alors, Léon Camine va écrire en 1974 un ouvrage qui s'appelle, comment dirais-je, Politique et science, Science and Politics, où il va faire le tour de cette affaire, où certains psychologues, notamment Arthur Johnson de Stanford, considéraient Cyril Burt comme un être supérieur. On a un texte hallucinant où il dit tout démontre son raffinement intellectuel, son allure, son énergie, etc. Alors, les études de Cyril Burt sur l'intelligence héréditaire ont eu des conséquences dramatiques sur l'orientation des lycéens anglais, puisque à 11 ans, on leur faisait passer un test de coefficient intellectuel, et en fonction des résultats, ils étaient soit orientés vers la grammar school, où vous allez apprendre des langues étrangères à faire des études langues, ou bien ils étaient orientés vers des lycées techniques, secondary modern schools, comme on dit en Angleterre, et donc ils avaient un destin tout tracé. Évidemment, les tests étaient très subjectifs. Alors, Richardson, dès 1913, voit, comment dirais-je, le biais statistique. Est-ce que c'est le milieu qui rend les enfants plus intelligents et plus doués aux études? D'ailleurs, réussir aux études, est-ce que c'est une preuve d'intelligence? Je ne pense pas. C'est un peu réducteur. C'est le milieu surtout dans lequel on vit qui va être à l'origine d'un éveil ou au contraire d'un abêtissement. Donc, il faut attendre les années 70 pour que Schiff fasse des études sur des enfants qui sont nés dans des milieux défavorisés, des milieux ouvriers, qu'on va retirer à 4 ans et placer dans un milieu plus aisé, des milieux de cadres. Donc, on va étudier 35 enfants qui sont retirés dès l'âge de 4 ans de leur milieu et placés dans un nouveau milieu d'accueil considéré comme plus éveillant. Et parmi ces 35 enfants, il y avait 5 paires de jumeaux vrais. Mais parmi ces 35 enfants, il y avait des frères et des sœurs qui sont restés dans leur milieu de naissance. Et ça représentait 39 personnes. Donc, on s'est rendu compte, en suivant dans le temps ces écoliers, que leur scolarité ne se déroulait pas de la même façon. Donc, le groupe qui a été retiré de leur milieu pour être passé dans des milieux plus
plus aisés financièrement, plus favorisés. On s'aperçoit qu'il y a eu 5 enfants qui ont eu des problèmes légers au cours de la scolarité, une paire de jumeaux qui a eu vraiment des problèmes graves, qui a entraîné un échec scolaire. Parmi les 39 personnes qui sont restées dans leur milieu de naissance, on s'aperçoit qu'il y a 12 enfants qui ont eu des problèmes légers, et puis 12 enfants qui ont eu des problèmes de scolarité graves, qui a entraîné leur exclusion et leur orientation assez rapide vers des métiers manuels. Alors, à la suite de cette étude, on considère que le coefficient intellectuel des enfants qui ont été placés dès l'âge de 4 ans dans des milieux favorisés est de 108,9 et celui des enfants qui sont restés dans leur milieu d'origine est de 94,6. Voilà les résultats. Alors, il y a aussi un effet Pygmalion, une étude assez intéressante. On a fait croire à des institutrices qu'il existait un test qui permettait de mesurer le degré d'enseignabilité, les capacités de réussite scolaire. On a fait savoir le résultat de ces tests aux institutrices. Et on a regardé comment l'enfant évoluait intellectuellement en fonction de l'étiquette qu'on lui avait posée dessus. Et donc, par exemple, si on prend des enfants des premières années du cours élémentaire, en un an, il peut y avoir une progression de 27,4% pour les enfants qui ont l'étiquette de performateurs, si je puis dire, alors que ceux qui n'ont pas cette étiquette, eh ben, ils vont progresser de 12% uniquement. De même, quand on prend quelques années plus tard, les classes moyennes, on a une progression qui est plus modeste, une progression de 12% par an pour les enfants qui ont l'étiquette de performateur et de 7% pour ceux qui n'ont pas cette étiquette. Et plus on monte en année, et moins la différence entre les deux groupes est flagrante. Tout simplement parce que d'année en année, les instituteurs se passent des impressions sur l'enfant et on a une étiquette. Alors voilà, ces différentes études montrent que on est dans l'éternel problème de l'inné et de l'acquis. Qu'est-ce qui est plus important, l'inné ou l'acquis? Le milieu dans lequel on évolue est parfois déterminant, puisqu'on peut avoir un milieu éveillant ou un milieu abétissant. Alors, l'ex-URSS a une affaire célèbre, l'affaire Lysenko. Trofim Devinovitch Lysenko est un ingénieur, enfin on va dire, il a fait des études à Kiev, c'est un ingénieur agronome, il va même avoir un doctorat en agronomie. Il développe une théorie qui datait d'ailleurs de 1857, qui venait des États-Unis, sur la vernalisation. On prétendait que si on mettait un blé d'hiver à des conditions de température plus douce, plus d'humidité, on pouvait le faire pousser au printemps, ou vice-versa, un blé de printemps soumis à des conditions plus rudes pouvait pousser l'hiver. Donc on niait la transmission innée des caractères au profit d'une transmission acquise des caractères. Alors, Lysenko va prendre appui sur des travaux de Ivan Mitchourine qui mettait en avant les travaux de Lamarck, qui lui prétendait qu'il y avait une transmission acquise des caractères plutôt qu'une transmission innée des caractères. Et donc, en Occident, dans les contrées capitalistes, on considérait qu'il y avait un innéisme, c'est les travaux de Mendel. Donc, à coup de corrélations douteuses, de statistiques truquées, Lysenko va progressivement convaincre l'URSS qu'on peut avoir des rentabilités plus importantes, que les travaux sur la génétique occidentale sont fausses. Et donc, l'ex-URSS va s'enfermer dans une génétique qui va lui faire prendre un retard considérable. Donc, Lysenko va prendre un ascendant important à partir de 1948. Un scientifique comme Nikolai Vavilov va même être mis en prison en 1948 à Rosatov.
et ses collaborateurs vont mourir au goulag. Donc, il faut attendre 65 pour que l'ex-URSS mette fin à cette génétique et que Lysenko soit démis de toutes ses fonctions. Alors, on y a eu une évolution. À l'époque de Lénine, Lénine considérait que la science ne devait pas voir sa conduite dictée par la ligne du Parti communiste, alors que Staline considéra que la politique devait dicter à la science sa conduite. C'est exactement ce qu'on a vu en Europe, et en particulier en France, où la politique a dicté à la science médicale, à l'épidémiologie, à la virologie, sa conduite. Et on a vu que certains faits scientifiques étaient niés au profit d'une ligne directrice politique. Alors, c'est exactement ce qui va se passer au niveau de la cosmologie. On quitte les sciences du vivant pour entrer dans la cosmologie, la physique théorique. Ici, vous avez à gauche le fameux Albert Einstein, qui en 1915 va développer la théorie de la relativité générale. Et vous avez à sa droite Alexander Friedman, qui sera mathématicien et météorologue. Et Einstein était convaincu que l'univers devait rester statique. Il dira par la suite que ce fut sa plus grande erreur scientifique. Pour annuler le mouvement, l'expansion de l'univers, il avait introduit une constante cosmologique K qui annulait l'expansion de l'univers. Curieusement, c'est le chanoine Georges Lemaître, un homme d'église, qui va développer la théorie de l'atome primitif, qui sera l'ancêtre du Big Bang, et qui va mettre du mouvement dans le statique des équations d'Albert Einstein. Et c'est les débuts de travaux qui vont aboutir au Big Bang. Alors, dès le début, le fait d'avoir une naissance de l'univers avec un état de chaleur qui finit par distribuer cette chaleur dans tout l'univers a gêné Friedrich Engels, le partenaire de Karl Marx, parce qu'il y voyait une incohérence et puis un présupposé de l'existence d'un Dieu. Effectivement, si vous avez une évolution thermodynamique qui amène à passer du chaud au froid, il faut bien une origine. Et l'origine, si vous êtes dans une approche matérielle, elle ne peut pas être informationnelle. Donc, d'où vient l'origine? Donc, ça laissait supposer une vision théiste. C'est la raison pour laquelle certains scientifiques ont dû quitter leur territoire. C'est le cas de Georges Gamow, qui finira sa carrière scientifique aux États-Unis et va s'illustrer sur notamment l'effet tunnel et la radioactivité. Vous avez Lev Landau qui recevra en 1962 le prix Nobel de physique, qui fera de la prison pour avoir travaillé sur des problèmes de physique théorique qui dérangeaient la ligne directrice du parti. Certains ont même payé de leur vie, comme Matvei Bronstein ou Boris Numerov, qui seront tués. On peut mourir pour des idées. Ce sont les sacrifiés du communisme. Certains, comme Nikolai Kozyrev, un astronome de haute voltige, fera plus de 10 ans de goulag. Vladimir Fock devra, comme Georges Gamow, quitter le territoire de l'ex-URSS, et Leonid Plyouch, un mathématicien, sera un dissident et sera lui aussi exclu de son pays. Donc ce sont des gens qui n'ont pas quitté leur pays, c'est le pays qui les a chassés. Alors Philippe Lénard, qui recevra en 1905 le prix Nobel de physique pour ses travaux sur l'effet photoélectrique. L'effet photoélectrique, c'est le phénomène qui amène certains métaux à produire un courant électrique quand on les éclaire. Et en fonction du rayonnement, vous pouvez avoir un courant électrique si vous envoyez des rayons ultraviolets, et vous n'aurez rien si vous envoyez des infrarouges. C'est l'ancêtre des panneaux solaires. Va développer avec Johannes Stark, qui lui aussi recevra le prix Nobel de physique en 1919, la notion de Deutsche Physik, de physique arienne, qui s'opposait à la physique d'Einstein, qu'on qualifiait de physique juive. Donc, il va prendre un obscur modèle qu'on appelle la cosmologie glaciale de Hans Horbiger, un ingénieur qui développait une théorie différente de la science dite juive, à savoir que l'univers n'était pas né du chaud, mais au contraire du froid. Et donc, ça permettait de faire émerger la race aryenne.
Alors, Hans Hamburger va s'associer avec un astronome amateur qui s'appelle Philippe Foot, et à deux, ils vont développer ce modèle de cosmologie glacée. Alors, certains scientifiques de haut niveau, comme Max Born, un des pères fondateurs de la physique quantique, devra quitter l'Allemagne nazie. Il recevra le prix Nobel de physique en 1954. En 1943, Otto Stern recevra lui aussi le prix Nobel, mais il devra quitter l'Allemagne nazie. Et bien sûr, le principal, Albert Einstein, qui devra quitter son pays, l'Allemagne, à partir de l'avènement d'Hitler au pouvoir en 1933. Il va se réfugier aux États-Unis et finir ses jours à Princeton. Alors, il n'y a pas que l'Allemagne nazie ou l'ex-URSS. Les États-Unis ont connu également une sorte de folie. C'est le maccarthysme qui démarre dans les années 50 avec le sénateur Joseph McCarthy. Et entre 1953 et 1954, beaucoup d'Américains dans le domaine du cinéma, dans le domaine de la science, devront être auditionnés par le Sénat américain. Donc, Robert Oppenheimer, qui est le maître d'œuvre de la mise au point de la bombe atomique à Los Alamos, comme on disait, le directeur de la Big Science devra être auditionné. On l'accuse d'être communiste. Albert Einstein sera accusé d'être un espion communiste à la solde de l'ex-URSS. En matière de cinéma, Charlie Chaplin devra quitter le sol américain pour activité communiste. Certains auront des conduites en matière de cinéma plus glorieuses, comme Elia Kazan, bon cinéaste, mais qui dénoncera certains de ses collègues. Et bien des intellectuels ou des artistes devront subir cette folie américaine. Alors, auditionné par le Sénat américain, le double prix Nobel Linus Pauling, prix Nobel de chimie en 1954 et prix Nobel de la paix, à qui on demandait sur quelle recherche il travaillait, répondra avec beaucoup d'humour sur le globule rouge, évidemment. Voilà. Alors, voilà un petit tour d'horizon. J'ajouterais qu'il faut éviter, par exemple, la manipulation des chiffres. Si vous regardez, c'est ce qu'on appelle le paradoxe de Simpson-Yule, du nom des deux statisticiens, Edward Simpson et Udny Yule. Si vous prenez des crânes trouvés dans les catacombes de Paris, c'est une étude qui a vraiment eu lieu, et vous essayez d'établir une corrélation entre la largeur des crânes et la hauteur. Vous trouvez une corrélation positive chez les hommes de plus 8,7% et chez les femmes, une corrélation négative de 4,2%. Si vous mélangez les deux études, la première étude qui a abouti à cette corrélation positive, elle a été basée sur 806 hommes, et la deuxième sur 340 femmes. Eh bien, vous obtenez une corrélation de 19,8%, en gros 20%. Donc, c'est ce qu'on appelle le paradoxe de Simpson-Yule, quand on mélange des échantillonnages statistiques issus d'une population masculine et féminine. De même, Jean-Pierre Thierry et Claude Rambaud, voilà, je cherchais le nom, ont publié en 2016 chez Albin Michel un livre qui s'appelle Trop soigner rend malade. Ils font une étude sur l'utilité de prendre des médicaments suite à des problèmes cardiovasculaires. Donc, on a deux groupes de 100 personnes. Le premier groupe de 100 personnes, après ces problèmes cardiaques, reçoit des médicaments et le deuxième n'en reçoit pas. Bah, on a ce résultat étonnant que prendre des médicaments protège de 28%. Bah, comment on arrive à ce chiffre? Bah, on a éliminé dans le premier groupe 95 personnes et dans le deuxième groupe 96 personnes. On a retenu les 7 personnes qui ont récidivé dans le groupe où il n'y a pas de prise de médicaments et les 5 personnes qui ont récidivé dans le groupe où on a pris des médicaments. Pour passer de 5 à 7 ou de 7 à 5, vous avez 28%. Alors que le vrai chiffre, c'est 2%. Donc, c'est plus stimulant de prendre des médicaments quand on vous dit que les médicaments vous protègent à 28% que
si on vous dit bah, prendre des médicaments, ça vous protège de 2%, c'est pas très stimulant. Donc la tentation est grande de ne rien prendre, plutôt que si on vous dit 28%, on est plus stimulé. Voilà, une autre étude qui date de 2006, où Sarkozy, on a fait une étude, c'est l'INSERM qui avait fait cette étude, pour voir si, dès l'âge de 3 ans, les enfants agités pouvaient donner des délinquants. Et donc, cette étude devait amener à surveiller ces enfants agités pour essayer d'empêcher que l'enfant adulte devienne un délinquant de taille. Alors oui, c'est très discutable. Qu'est-ce qu'on veut prouver? Est-ce qu'on veut prouver que les milieux défavorisés, car souvent on fait cette corrélation, font émerger des délinquants? Moi, j'ai un petit-fils qui a 3 ans a été agité. Est-ce que pour autant un enfant agité va donner un délinquant? Est-ce qu'un enfant calme ne peut pas donner un délinquant? Vous voyez, comment considérer que les enfants qui n'ont pas réussi scolairement peuvent avoir la tentation de réussir dans la magouille? Vous voyez, il y a plein de corrélations qui peuvent se faire. Attention, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, une corrélation ne doit pas déboucher sur quelque chose de causal. Alors, les statistiques ont toujours été l'objet de critiques, de polémiques. On peut utiliser les statistiques pour faire passer des lapalissades. C'est ce que disait Alphonse Allais. Les statistiques démontrent que dans l'armée, la mortalité augmente sensiblement en période de guerre. Quant à Mark Twain, il disait « Il y a 3 sortes de mensonges, le mensonge pur et simple, le sacré mensonge et le pire de tous, les statistiques ». Et Winston Churchill, qui s'y connaissait en manipulation, disait « Je ne peux pas croire aux statistiques que j'ai truquées moi-même ». Alors j'espère qu'à partir de cet exposé impressionniste, vous aurez un peu plus de recul sur les statistiques. Les statistiques font partie intégrante de la construction de l'État moderne. On peut les utiliser pour le meilleur et le pire, et depuis un peu plus de 10 ans, on les a utilisées pour manipuler l'opinion publique. Alors nous voilà arrivés au terme de notre exposé, exposé impressionniste, comme je l'ai dit. Que faut-il retenir? On a vu l'importance de la représentation graphique. Si vous faites des statistiques bidimensionnelles, on n'a pas vu, mais multidimensionnelles. Attention également aux personnes que vous allez interroger. Si vous voulez avoir une idée juste de la façon dont la politique d'Emmanuel Macron est appréciée en France, il ne faut pas se contenter de faire un sondage dans le 93 ou un sondage dans le 16e. Vous n'aurez pas du tout le même son de cloche. Évidemment, en fonction du niveau de vie, du statut social, vous aurez une vision différente d'une politique. Alors évidemment, on va essayer de faire une moyenne, mais la moyenne, on pourrait la caricaturer en disant une femme est fidèle à son mari, une autre est infidèle au sien 2 fois par semaine. En moyenne, les 2 femmes sont fidèles à leur mari 1 fois par semaine. Alors, cette période trouble que nous vivons a vu la fin de la suprématie des grandes revues. Richard Horton, qui est depuis 1995 le rédacteur en chef de la revue The Lancet, a fait en 2015 une déclaration qui avait fait grand bruit, où il estimait que 50% des articles que sa revue publie, notamment des articles cliniques, étaient discutables, étaient truqués, probablement avec utilisation à outrance de statistiques. On pourrait dire que la statistique, c'est l'art de dépouiller les chiffres de toute la réalité qu'ils contiennent. De même, Marcia Angel, qui est rédactrice en chef de la revue The New England Journal of Medicine, arrive à la même conclusion. Attention également à la façon dont on utilise allègrement corrélation et causalité. Mark Twain disait qu'il y a 3 types de mensonges. Le mensonge pur et simple, le sacré mensonge et le pire de tous, les statistiques. Quant aux frères Jules Edmond Goncourt, il disait la statistique est la première des sciences inexactes. À nous de rendre cette science, qui peut être parfois exacte et parfois inexacte, la plus exacte possible, même si on tend vers l'exactitude sans jamais l'atteindre. Donc, attention à l'utilisation à outrance des statistiques.
et ayez du discernement quand vous avez une étude qui est basée sur des statistiques. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous remercie de votre attention et je vous dis probablement à bientôt. Au revoir.